Bienvenue au module 4, les éditeurs prédateurs, les reconnaître et les éviter. Si on se remet un peu dans le contexte du début des années 2000, est arrivé l'Internet, bien sûr qui a changé beaucoup de choses, mais dans la communauté scientifique est arrivé le phénomène également de la pression de publier, le publish or perish. Donc les chercheurs étaient pris avec cette urgence de devoir publier beaucoup d'articles, et c'est encore un peu le cas, pour avoir une reconnaissance. Dans le début des années 2000 est arrivé également le libre accès et les frais de traitement d'articles, donc les APC, les Article Processing Charges, qui sont des frais que les chercheurs doivent payer pour publier en libre accès. Avec tout cet écosystème qui est en place, il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont décidé de créer des revues et de tirer profit du libre accès. Donc, c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices. Qu'est-ce que c'est les revues prédatrices? En fait, ce sont de fausses revues qui se disent savantes ou scientifiques, alors que dans les faits, ce ne sont pas des revues rigoureusement évaluées par les pairs. Ce sont des revues donc de faible qualité qui ramassent ou publient un peu n'importe quel manuscrit qui leur ont été soumis, évidemment sans révision par les pairs. Ce sont des revues aussi qui vont faire du plagiat de façon très libre. Par exemple, ils vont copier un titre d'une revue très reconnue simplement pour essayer de se créer une valeur, hein, de se valoriser, pour attirer les chercheurs qui pourraient déposer leurs manuscrits et publier leurs manuscrits dans leur revue et ainsi aller chercher les frais demandés. Il y a plusieurs informations trompeuses aussi qui entourent les revues prédatrices au sens où elles vont transmettre des informations qui sont souvent fausses ou frauduleuses. Et les revues prédatrices vont avoir pour public cible souvent les jeunes chercheurs ou les nouveaux chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience dans le domaine et qui ont avantage en fait à publier rapidement, à être reconnus le plus rapidement possible pour pouvoir avoir des promotions, des subventions, etc. Et il faut comprendre que le Canada et le Québec n'est pas en reste, c'est-à-dire que tous les pays sont touchés par les revues prédatrices. Et ce phénomène-là des revues prédatrices a élargi son champ d'attaque, si on veut reprendre la métaphore de la proie et du prédateur. Donc, c'est de plus en plus préoccupant. On a plusieurs articles à ce niveau-là dans les médias. Mais on a affaire, par exemple, à des éditeurs prédateurs qui vont publier des livres, des monographies soi-disant savantes, alors que le contenu n'a pas du tout été évalué d'une façon rigoureuse. On assiste aussi à des conférences prédatrices, donc des conférences qui sont souvent un peu sur des sujets très globaux, des conférences qui ont lieu dans des pays chauds, habituellement, des pays un peu qui vont attirer finalement des gens. Et ces conférences-là, souvent, sont soit annulées ou il n'y a personne qui se présente au final. Mais les personnes mal intentionnées derrière ça conservent l'argent des chercheurs qui ont payé les frais pour la conférence. Donc, les éditeurs prédateurs ou les revues prédatrices ou ce phénomène-là, ils vont adopter de nouvelles stratégies pour toujours passer à travers les mailles du filet. Donc, par exemple, si une revue a été identifiée comme prédatrice et qu'elle n'a vraiment plus de crédibilité aux yeux de la communauté scientifique, les organisateurs derrière ça vont essayer de changer le nom de la revue ou changer le nom de l'organisation, disons, si c'est une conférence prédatrice, par exemple. Donc, ils vont essayer différentes stratégies pour toujours essayer de faire de l'argent sur le dos des chercheurs qui paient. En tant que personne qui commence en recherche, quels sont les éléments qu'on peut observer pour identifier une revue prédatrice? Bien, premièrement, on peut se fier à sa réputation. C'est-à-dire que, est-ce que quand on dit le nom de la revue à nos collègues chercheurs, est-ce que ça leur dit quelque chose? Si ça leur dit rien, c'est peut-être que c'est soit une revue qui est légitime mais peu connue ou une revue illégitime. Il y a aussi le titre. Il faut observer le titre. Est-ce que le titre a voulu copier le titre d'une revue qui est vraiment une revue de renom dans notre discipline? Si oui, c'est peut-être une revue prédatrice.
On peut observer également le site web. Le site web d'une revue prédatrice va se faire très, très insistante sur le fait de publier dans cette revue-là. C'est vraiment une bonne revue, va vraiment mettre beaucoup d'insistance, en fait, sur sa valeur qui se dit scientifique. Donc, il va y avoir des indicateurs, par exemple, bibliométriques qui vont être un peu douteux. Il va y avoir aussi la liste des membres du comité éditorial qu'on peut consulter, d'ailleurs. Cette liste-là, il faut savoir qu'il y a des revues prédatrices qui mettent des personnes qui n'existent pas. Donc, on peut simplement faire les vérifications par nous-mêmes. Ou elles peuvent mettre des noms de personnes qui existent, pour vrai, donc des chercheurs de renom. Mais ces personnes-là, en réalité, ne sont même pas au courant qu'ils font partie de cette liste-là sur le site web d'une revue prédatrice. Donc, il faut faire attention. Sur le site web de la revue, on peut toujours consulter les coordonnées. Et on voit parfois que les coordonnées sont un peu douteuses quand c'est une revue prédatrice. Par exemple, ça peut être une adresse physique, une adresse de résidence, donc une résidence de quelqu'un. C'est un peu bizarre pour une revue savante, soi-disant parfois internationale, que ce soit que son adresse soit une résidence. Ou encore même l'adresse courriel. Habituellement, pour que ce soit crédible, il faut que l'adresse courriel soit reliée à une institution, par exemple. Alors que pour les revues prédatrices, c'est parfois un Gmail ou un Hotmail. Si on observe un peu plus en détail le processus éditorial, les revues prédatrices n'ont habituellement pas vraiment de ligne directrice ou c'est un peu flou concernant la révision par les pairs et surtout, ils ont des délais très courts de publication. Donc, c'est effectivement pour attirer les jeunes chercheurs qui voudraient publier rapidement dans une revue savante et qui n'ont pas de temps à perdre. Il y a parfois des frais cachés aussi dans le site web d'une revue prédatrice. Et aussi, on va constater qu'il mentionne vraiment très ouvertement, très clairement, la revue est indexée dans plusieurs bases de données, très crédible, etc. Alors que quand on fait réellement nos recherches et qu'on fait les vérifications, on se rend compte que cette revue-là, elle n'est pas dans les principales bases de données, notamment Web of Science ou Scopus. Ici, à l'UQTR, on a Scopus. Donc, on peut faire nos vérifications dans cette base de données-là pour voir si elle est réellement présente dans ces bases de données. La principale stratégie utilisée par les revues prédatrices pour atteindre leur proie, c'est le courriel. Donc, si particulièrement en tant que nouveau chercheur, si vous recevez un courriel d'une revue vous demandant de soumettre votre manuscrit à cette revue-là, il y a des bonnes chances que ce soit une revue prédatrice. Au contraire, les revues savantes, c'est le chercheur lui-même qui doit faire l'effort d'envoyer son manuscrit pour tenter d'être publié dans une revue savante crédible. Dans un courriel typique des revues prédatrices, on a des éléments qui vont nous faire savoir que, cette revue-là, elle est crédible, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, des indicateurs bibliométriques, comme ici, on a le ISRA Impact Factor. C'est un indicateur bibliométrique qui n'existe pas. Donc, c'est un indicateur fictif. On dit que l'indicateur est de 3,35, donc pour attirer l'œil un peu. Ensuite, si on continue à lire un peu le courriel bidon ici, c'est vraiment un courriel, un exemple fictif, mais c'est un peu le type de courriel qu'on peut retrouver par les revues prédatrices. On a, par exemple, des informations sur le fait que la revue utilise les lignes directrices de COPE, donc qui est effectivement une organisation soutenant les revues savantes pour les guider dans les bonnes pratiques. Donc, la revue essaie d'ajouter de la crédibilité, en fait, à son discours. Ensuite, dans la même veine, la revue va mentionner qu'elle est présente dans plus de 100 bases de données savantes, alors que on peut faire nos recherches pour voir si c'est vrai, mais on se doute que ça risque de ne pas être vrai. Il y a parfois un peu d'erreurs orthographiques ou dans la façon d'écrire, d'erreurs typologiques aussi qui peuvent être typographiques, pardon, qui peuvent être présentes dans le courriel. Donc, on voit que c'est pas très liché, que ça n'a pas été que le courriel lui-même n'a pas été révisé nécessairement. Et une des informations les plus
les plus importantes à vérifier, à voir dans ce courriel-là, c'est vraiment la question des dates, donc des délais de soumission. Donc, de la soumission du manuscrit à la date de publication, on a à peu près 5 ou 6 jours. Donc, les délais, c'est vraiment absurdement trop court. Donc, c'est ce qui nous fait réaliser qu'il y a des chances que ce soit une revue illégitime, donc une revue prédatrice qui soit derrière ce courriel-là. Je vais maintenant vous donner quelques outils pour déterminer si une revue est légitime ou non. Premièrement, la bonne vieille recherche Google. Vous pouvez taper dans Google le nom de la revue suivi du terme predatory ou prédateur ou prédatrice si c'est une revue en français, et ensuite vous analysez les résultats. Vous pouvez tomber par exemple sur une conversation sur un réseau social entre deux chercheurs qui ont eu une expérience avec la revue. Vous pouvez tomber sur des sites web qui expliquent justement différents arguments pour pencher d'un côté ou de l'autre. Avec tout ça, gardez quand même un œil critique parce que c'est vraiment ce qui se retrouve sur le web, donc on peut rester critique, mais ça nous donne toutefois des pistes de réflexion. Un autre outil très utile pour déterminer si une revue est prédatrice ou non, c'est le DOAJ, donc le Directory of Open Access Journal. Ce répertoire recense les revues en libre accès. Pas toutes les revues, mais plusieurs revues en libre accès selon certains critères d'éligibilité. Donc, si votre revue, si la revue qui vous a approché ou pour laquelle vous voulez soumettre un manuscrit se retrouve dans le DOAJ, si vous faites la recherche, et qu'elle s'y retrouve, c'est signe qu'elle est légitime. Même si, bon, le système n'est pas parfait, là, il peut y avoir quelques erreurs, mais en général, la revue qui s'y retrouve est légitime. Si elle ne s'y retrouve pas, par contre, peut-être qu'elle est légitime ou peut-être pas. Donc, on arrive un peu au stade 0. Il existe aussi le Master Journal List. C'est en fait la liste des revues qui sont dans Web of Science. Donc, à l'UQTR, on n'a pas accès à Web of Science, mais on a toutefois accès gratuitement à la liste des revues qui font partie du Web of Science. Donc, si une revue sur son site Web indique qu'elle a un facteur d'impact, un facteur d'impact, c'est un indicateur qui est donné uniquement aux revues qui sont indexées dans Web of Science. Donc, cherchez le titre de la revue dans le Master Journal List pour savoir si elle est bien indexée dans Web of Science. Même chose, si dans le site de la revue mentionne qu'elle a un site score ou un SNP, ce sont des indicateurs propres à Scopus. Donc, vérifiez dans Scopus, entrez le titre de la revue dans l'onglet Source pour voir si la revue est bel et bien dans cette base de données-là. Si elle n'y est pas, ça veut dire qu'elle n'a aucun site score ni aucun SNP. Donc, c'est potentiellement une revue illégitime. Il faut comprendre toutefois que des revues légitimes en libre accès ne se retrouvent pas nécessairement dans toutes ces bases de données-là. Donc, voilà, si on pense par exemple aux revues en français, québécoises, locales, ou à d'autres revues à plus petits revenus, par exemple, peut-être que l'équipe de la revue n'a pas fait l'effort ou n'a pas eu le temps de faire l'effort d'être indexée dans ces différentes bases de données-là, et peut-être parce que ça ne lui sert pas non plus. Donc, il ne faut pas non plus se dire que si la revue n'est pas dans des bases de données, c'est qu'elle est illégitime nécessairement. Ça se peut qu'elle ne soit simplement pas là parce que c'est pas l'objectif de la revue d'y être, mais que la revue soit légitime tout de même. Voyons maintenant un cas concret. Deux revues au titre presque identique, dont une revue légitime et une revue qui ne l'est pas, donc une revue prédatrice. Regardons d'abord le site web du Arctic Journal. Le Arctic Journal, on voit donc son site web. Premièrement, on peut réaliser que dans la description, ils mentionnent un ISSN. Un ISSN, c'est en fait le numéro unique attribué à une revue. Et on réalise que finalement, c'est le même que l'ISSN de l'autre revue. Donc, les deux revues ont le même ISSN, ce qui ne se peut pas. Donc, cette revue-ci, c'est la revue prédatrice qui a simplement copié l'ISSN de l'autre revue. On voit également sur son site web des tonnes de données bibliométriques, donc évidemment pour inciter les gens à considérer cette revue-là comme une revue rigoureuse et notoire dans son domaine. On a aussi le site web qui insiste sur la soumission, donc un gros bouton où c'est indiqué « Soumettez votre article ».
Et aussi, quand on se met à lire quelques articles de cette revue-là, on réalise que ça n'a aucun rapport avec l'article, ça n'a aucune portée thématique en particulier, ça parle de différentes choses et il n'y a aucune spécificité disciplinaire non plus. Donc, ce n'est pas en lien avec une discipline en particulier, ça parle un peu de tout. C'est un peu un fourre-tout carrément. L'autre revue, qui s'appelle le Arctic Journal of the Arctic Institute of North America, on peut observer, évidemment, il y a le même ISSN, mais celle-ci, c'est la revue légitime. On peut observer, par exemple, quand on regarde simplement les adresses URL, on voit qu'à l'intérieur des adresses URL, il y a Université de Calgary, donc c'est une institution. Ça prouve que c'est soutenu, cette revue-là est soutenue par une institution légitime. On voit aussi dans les contacts qu'il y a une personne qui vient de l'Université de Calgary. On peut d'ailleurs faire la recherche sur le site web initial de l'Université de Calgary pour voir si cette personne existe vraiment. Donc, on peut quand même se fier à certains indices comme ça. Et quand on se met à lire les articles de cette revue-là, on réalise que ça fait du sens, c'est en lien avec une portée très précise, très définie. Et c'est pas quelque chose de global et d'un peu n'importe quoi. C'est vraiment plus défini et plus liché. Donc, maintenant que vous avez en main les outils et les ressources pour savoir si une revue est prédatrice ou non, il existe quand même parfois des zones grises, donc des éditeurs qui ont, par exemple, des pratiques moins rigoureuses, des pratiques un peu douteuses. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? En fait, on vous conseille de demander à vos collègues qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que souvent, c'est la communauté de pratique dans la discipline qui connaît quelles sont les revues à choisir ou non, ou un peu la réputation de certaines revues. Consultez votre bibliothécaire également. Et pensez à votre réputation, en fait. Est-ce que votre besoin de publier est assez important pour vous pour que vous puissiez être un peu flexible sur certaines pratiques, ou vous voulez, idéalement, être le plus rigoureux possible et publier dans une revue qui est légitime à 100 %. L'important là-dedans, c'est vraiment d'être à l'aise avec votre décision, mais c'est certain qu'il est préférable d'éviter les pratiques, de publier dans des revues aux pratiques douteuses. Il existe aussi des revues totalement légitimes qui ont moins de revenus ou qui ont moins d'habileté technologique, parce que parfois les équipes des revues sont assez petites, sont assez restreintes et reposent parfois sur les épaules d'un seul chercheur. Donc, si cette personne-là est moins à l'aise avec un design, à faire des designs très, très modernes et tout ça, peut-être que le site de la revue va vous paraître un peu archaïque, mais ça peut être quand même une revue totalement légitime où vous pouvez publier en ayant quand même une bonne reconnaissance de vos pairs et que votre article va être vraiment révisé par des experts dans votre domaine. Donc, il ne faut parfois pas se fier totalement à 100 % à l'apparence du site web, mais vraiment aller voir les indices qui se retrouvent un peu partout sur le site web, les indices dont je vous ai parlé précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si, malgré tous les efforts qu'on a faits, malgré les ressources qu'on a utilisées, on s'est fait prendre et on a publié dans une revue prédatrice? Bien, si on a déjà franchi l'étape de la signature du contrat, donc la cessation des droits d'auteur, si on a déjà payé les frais de traitement d'articles et que la revue est rendue publique, il y a plus ou moins de choses qu'on peut faire, donc on est un peu pris avec ça. Toutefois, si on est avant cette étape-là, donc on peut demander, la première chose à faire, c'est vraiment de demander un retrait de notre article. Si la revue demande des frais pour retirer l'article, ce qui arrive souvent, idéalement, on le paye parce qu'on ne veut pas nuire à notre réputation. Si on paie les frais de retrait d'article et que notre article donc est retiré de la revue prédatrice, à ce moment-là, on pourrait reprendre notre manuscrit et le resoumettre à une revue légitime. Mais dans ce cas-là, il va falloir préciser au moment de la soumission du manuscrit à la revue légitime qu'on s'est fait avoir et qu'on a pu retirer l'article d'une revue prédatrice. Et au moment où l'article est accepté, il faut aussi mentionner que cette version-là est la seule qui est légitime. Et si on voit des traces d'une autre version ailleurs, bien, ce sera des traces dans la revue prédatrice, mais que cette version-là qu'on a est la légitime, la seule et unique légitime.
Si vous voulez aller plus loin sur le sujet des éditeurs prédateurs, je vous invite à consulter 2 outils interactifs qui ont été développés par les bibliothécaires du réseau de l'Université du Québec. Il existe par exemple un courriel fictif et interactif dans lequel vous pouvez aller pour vous mettre dans la situation où vous recevez un courriel de la part d'un éditeur qui se dit très intéressé à publier votre recherche. Aussi, il existe un jeu d'évasion en ligne donc, qui s'appelle Predator Press, dans lequel vous pouvez justement y aller de façon un peu ludique pour explorer cette thématique-là.